Bonjour, Bénédicte Demers. Donc moi je suis généticienne clinicienne au CHU d'Amiens et donc membre du centre de compétences Spraton de notre CHU. J'ai un peu peur qu'on soit un petit peu redondant avec ce qui a été dit un petit peu en prénatal et aussi sur le parcours de soins, mais comme ça vous aurez la vision du généticien. Simplement une brève introduction pour, comme on a pu le refléter tout au long de cette matinée, on a quand même un diagnostic d'observation clinique s'il n'a pas été porté en anténatal chez le nouveau-né et la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire spécialisée. L'éthiopathogénie, la séquence de Pierre-Robin reste un modèle complexe et on évoque le plus souvent une combinatoire entre des facteurs environnementaux et génétiques. La classification qu'on utilisera sur la suite de ce topo est celle de les trois grandes classes entre la séquence de Pierre-Robin isolée, donc non associée à autre chose, à une autre malformation, la séquence de Pierre-Robin syndromique ou la séquence de Pierre-Robin associée. Donc on dit classiquement, et la littérature rapporte que dans la moitié des cas, on est dans une séquence de Pierre-Robin isolée, c'est-à-dire non associée à autre chose, avec de l'ordre de 10 à 15% de forme familiale. Et pour 50% des cas, elle est associée à une autre malformation. On trouve d'ailleurs plus de 170 entrées d'entités cliniques sur OMIM. Et parmi ces séquences de Pierre-Robin associées, on compte 2/3 de séquences syndromiques, donc suspectées qu'on a réussi à prouver ou non, mais quand en tout cas on rentre dans une entité claire, et 1/3 de séquences de Pierre-Robin associées ou d'I-Robin plus, pour lesquelles on n'a pas encore de diagnostic syndromique. Donc la première consultation génétique, j'allais dire, elle va être dès que possible. Il faudra bien sûr la contextualiser puisque c'est pas pareil que vous ayez des parents qui ont été diagnostiqués en anténatal, pour qui on a déjà expliqué énormément de choses. On a peut-être déjà évoqué les complications, le parcours de soins, la prise en charge pluridisciplinaire, que des parents qu'on voit sur un diagnostic de séquence de Pierre-Robin en post-natal. Et également si c'est dans un contexte d'hospitalisation, dans un contexte de complications liées à la séquence de Pierre-Robin, et aussi de recherche de diagnostic. Donc là, bien sûr, comme dans tout examen clinique, il y aura un interrogatoire qui sera marqué notamment par un arbre généalogique sur au moins 3 générations. Et on essaiera de préciser notamment s'il y a d'autres séquences de Pierre-Robin, d'autres malformations faciales, l'existence d'anomalies au niveau des dents et des malformations plus globales qu'on pourrait faire rentrer peut-être dans un bout de spectre d'une séquence de Pierre-Robin syndromique. La grossesse, puisqu'on a vu qu'une part non négligeable des séquences de Pierre-Robin avait une origine tératogène, et l'influence du diabète maternel sur la possibilité de développer une séquence de Pierre-Robin. Et bien sûr, les petits signes échographiques qui auraient pu peut-être nous mettre un petit peu la puce à l'oreille en anténatal. La naissance, c'est ce qui s'est passé autour de la naissance. Puis après l'examen clinique, les différents paramètres, la face avec un examen orienté, donc en plus de la séquence de Pierre-Robin, voir s'il y a une dysmorphie faciale, des traits faciaux particuliers, s'intéresser également à l'examen endobuccal qui pourrait également nous orienter vers telle ou telle forme syndromique. Et après un examen plus global avec un examen des extrémités, un examen des membres, un examen des organes génitaux externes et un examen dit classique avec le comportement de l'enfant, avec l'auscultation cardiaque et tous les examens pédiatriques classiques. Et bien sûr, la dernière chose, c'est d'examiner les parents, parce que l'interrogatoire peut être extrêmement instructif ou non, mais l'examen des parents, notamment l'examen endobuccal, peut également nous apporter beaucoup de petits signes ou en tout cas des orientations. Et donc à la fin de cet examen, de cette première consultation, on aura une première orientation diagnostique vers cette classification que j'ai nommée postérieurement, qui était isolée, syndromique ou associée. J'ai souhaité reprendre, parce que ça, c'est quelque chose qui a été publié, les recommandations du PNDS, si on est en forte suspicion d'une séquence de Pierre-Robin isolée, et rappeler qu'il fallait de base, le bilan minimal, faire comporter le dosage de la calcémie,
le dépistage néonatal qui est universel de la surdité, mais bien sûr, bien vérifier que ça a été fait. Bon, la consultation de génétique, on vient d'en parler. L'examen ophtalmologique qu'il faut prévoir à 6 mois en prévenant également notre collègue ophtalmologue un petit peu de ce qu'on recherche. Une myopie chez un enfant, en période néonatale, n'est pas classique. Donc toute myopie est un petit peu à regarder, sauf s'il y a une vraie histoire familiale derrière. Et des radiographies de squelette qu'on peut proposer vers l'âge de 1 an. La confirmation se fera plus avec l'évolution de l'enfant. Donc il y a bien sûr une réévaluation à faire vers l'âge de 12-18 mois. D'autres diront vers 2 ans, d'autres diront vers 3 ans. Ça dépend un petit peu aussi des demandes. Mais en tout cas, 12-18 mois paraît permettre déjà une première évaluation assez fine du développement psychomoteur et avoir éliminé une myopie et l'absence d'anomalie osseuse. Et dans ce cas, le bilan génétique minimal préconisé actuellement, s'il n'a pas été réalisé en anténatal, puisque ça doit faire écho à ce que vous avez dit le professeur Jeanne Amiel ce matin, et qui ont été publiés d'ailleurs dans les recommandations européennes, c'est l'ACPA, donc c'est l'analyse à l'échelle du chromosome pour éliminer les anomalies chromosomiques, et au niveau de l'échelle génique, le séquençage et au minimum de réaliser un panel ciblé de gènes, des gènes connus comme étant impliqués dans les formes syndromiques de séquences de Pierre-Robin. Et ce panel peut différencier d'un centre à l'autre, c'est-à-dire qu'il peut être plus ou moins grand, comporter plus ou moins de gènes. Donc au minimum, avoir les gènes de collagénopathie de type Stickler. Et derrière, ce qui arrive juste derrière le séquençage de panel ciblé des gènes, mais qui, comme on en a discuté ce matin également, n'est pas toujours accessible dans tous les centres. Et encore une fois, la conduite à tenir un peu est en voie d'homogénéisation, mais ce qu'on préconise de plus en plus au maximum, c'est de pouvoir accéder au séquençage d'exomes. Et je me permettais de vous rappeler qu'actuellement, dans les séquences de Pierre-Robin isolées, on est à un diagnostic de moins de 5% des cas en génétique. Donc le suivi en génétique, encore une fois, il n'est pas extrêmement bien, j'allais dire, défini, mais ce qu'on pourrait rappeler et proposer, c'est déjà, ça doit être sur la demande du patient, de la famille ou des spécialistes. C'est-à-dire que les consultations génétiques, elles doivent être accessibles aux gens par différents chemins. Les âges clés, comme on dit en pédiatrie, sont très importants puisque la scolarité va pouvoir être une des étapes majeures, donc que ce soit l'entrée en maternelle, l'entrée à l'école, à la grande école ou l'entrée au collège. Tout ça sont des âges clés qu'il ne faut pas manquer et qui pourraient des fois nous orienter également sur une séquence de Pierre-Robin qu'on pensait isolée, mais qui en fait est associé à quelque chose d'autre. Donc ça, il faut rester vigilant. Et le grand enfant ou l'adolescence va commencer à poser aussi des questions qui ne sont pas les questions de ses parents et qui sont ses questions à lui, sur pourquoi moi, qu'est-ce que c'est également, explique-moi un petit peu plus. Donc là, il faut qu'on soit accessible. Et puis après, il y aura une place également dans la transition enfant-adulte, puisque c'est, comme on l'a dit en pédiatrie, c'est là où le bas blesse, puisque c'est vrai que on nous dit souvent, et les parents nous appellent les chefs d'orchestre, parce qu'ils se sentent un petit peu délaissés par le pédiatre qui dit c'est plus tellement le néonatologue, maintenant il y a plus de 6 ans, comme on a dit, mais bon, je vais passer la main. Il y a les spécialistes d'organes, mais il n'a plus vraiment quelqu'un qui fait un petit peu le lien entre les différents spécialistes. Donc c'est vrai que c'est là aussi où intervient le généticien, mais dans une séquence de Pierre-Robin isolée, c'est vrai qu'on a moins de demandes. Donc il faut quand même se garder en tête qu'on doit toujours proposer qu'ils puissent nous revoir en période d'adolescence, mais aussi en période de jeune adulte et quand ils auront leur projet parental. La séquence de Pierre-Robin isolée aussi, pour la famille au sens large, notamment quand on ne parle pas du patient, mais de la famille du patient et savoir les risques de récurrence pour une autre grossesse. Et bien sûr, rediscuter au fil des années, puisqu'on parle de l'enfant en période prénatale et puis on parle de l'âge adulte. Donc en 20 ans, les technologies génétiques, elles évoluent et elles continuent à évoluer. Le PNDS, j'y reviens. Donc si on n'est pas dans une séquence de Pierre-Robin isolée, on va proposer un bilan malformatif complet, je vous laisse le soin de prendre connaissance, mais qui est un petit peu regarder tous les organes pour lesquels
on a potentiellement une association préférentielle avec la séquence de Robin. Et toutes les autres investigations seront bien sûr en fonction de la clinique. Donc, le suivi génétique de ces séquences de Robin syndromiques ou séquences de Pierre-Robin dit plus. La place de la génétique, c'est bien sûr d'essayer de caractériser cette séquence de Pierre-Robin, d'adapter la prise en charge et le suivi. Donc, comme on l'a vu, la prise en charge, elle peut être à un temps T, mais elle peut aussi être à un temps T plus 1 ou T plus 2. C'est-à-dire quel est le suivi additionnel qu'on peut proposer. Donc, malformatif, au niveau cardiaque, rénal ou autre organe. Évolutif, on l'a bien vu dans le syndrome de Stickler, où on voit que l'examen ophtalmologique est préconisé à l'âge de 6 mois. Et de toute façon, la myopie apparaîtra, on le sait, pour la grande majorité avant l'âge de 6 ans. Et le dépistage est pareil au niveau orthopédique. Et le dépistage des difficultés cognitives et psychologiques associées. La transition enfant-adulte est également extrêmement importante pour ces séquences syndromiques ou SPR+. Et le conseil génétique qui est individuel pour un patient donné et également familial. Donc, de parler des risques de récurrence, des risques de transmission, des risques de récurrence qui ne sont pas que individuels, qui sont aussi issus de grandes cohortes quand on n'a pas de diagnostic clairement posé pour une séquence de Pierre-Robin. Et l'accès au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire. Et il semblerait logique de pouvoir proposer un calendrier à ces patients. Donc, le mieux, ce serait, dans le meilleur des mondes possibles, ce serait que ça puisse se faire en même temps que le suivi pluridisciplinaire. Parce que c'est vrai que c'est là où les gens sont accessibles, ils viennent pour ça, ils viennent pour la séquence de Robin. On peut leur dire, ben, voilà, on peut profiter que vous soyez là pour pouvoir vous proposer aussi de répondre à certaines de vos questions qui pourraient un petit peu sortir là maintenant, mais qui vont continuer à sortir un petit peu après. Donc moi, je dirais en génétique à peu près tous les 2 à 3 ans. Plus souvent, ça ne sert peut-être pas à grand-chose, mais 3 ans, c'est déjà un terme très long dans l'évolution des technologies qu'on a actuellement. Et bien sûr, ça ne doit pas rester qu'une personne qui va demander. Ça peut aussi venir de la famille, et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a assez fréquemment. Ça peut venir de l'orthophoniste qui nous dit bah, « moi, j'ai le petit doute maintenant sur ça, que je n'avais pas avant ». Ça vient de l'orthodontiste qui dit bah, « ça ne s'exprime pas comme d'habitude ». Il y a vraiment beaucoup de points d'appel et de possibilités d'accès. Et bien sûr, il y a ce qu'on aimerait éviter le plus possible, c'est les perdus de vue. Puisque c'est vrai que dans les séquences de Pierre-Robin syndromiques, quand ils sont suivis par exemple en institution, des fois on ne les voit pas pendant 15 ans et on les voit revenir parce qu'on se pose la question de bah tiens, en fait, est-ce qu'il y a un risque que ça revienne? Ils commencent à nous poser des questions. Donc tous ces perdus de vue-là, on aimerait autant que possible les limiter au maximum, donc peut-être en proposant un calendrier, lequel ça reste vraiment difficile à préciser, et c'est vraiment au cas par cas. Donc je me suis permis de vous remettre quelques séquences de Pierre-Robin syndromiques, avec souvent on a 20 grands syndromes vraiment qui sont associés. Après il y a une multitude d'autres syndromes, mais c'est vrai que je vous ai mis là les plus fréquents, avec de nouveau la préconisation de si ça n'a pas été fait, l'ACPA, donc anomalie chromosomique, le séquençage ciblé, donc un panel de gènes, et en postnatal, l'exome qui est quelque chose qui est quand même extrêmement facile auquel on peut accéder extrêmement facilement. Le but est bien sûr d'envisager un pronostic. Alors sur les séquences isolées, c'est 50%, mais c'est là où on est le moins inquiet, j'allais dire. Et sur les syndromiques, ben, c'est là où on essaye d'évaluer de façon plus précise le pronostic, alors, le plus souvent en termes de développement psychomoteur ou de déficit intellectuel, mais également, comme je vous ai mis un petit peu après, par exemple pour la délétion 22, ben, on sait qu'on va avoir un risque non négligeable à l'âge adulte de développer des troubles de la personnalité, tout schizophrénique, et ça il faut le savoir et il faut le dire aux parents aussi, puisque ça ne s'arrête pas à 18 ans par définition, et adapter le suivi spécialisé. Donc je vous ai mis juste ça, dont on a déjà parlé, parce que c'est le plus fréquent des séquences de Pierre-Robin syndromique, et donc je voulais vous montrer surtout ici que, ben, outre la prise en charge classique, ben, il faut
avoir une suivi ORL ophtalmologique et orthopédique annuel minimal et adapté après en fonction de l'âge de l'enfant et de l'atteinte bien sûr d'un de ces systèmes. J'ai mis ça également puisque, encore une fois, c'est l'anomalie chromosomique la plus fréquente et que l'évolution, comme je vous disais, à l'âge adulte, on doit continuer à chercher des complications. La calcémie, on continue à la contrôler. Les troubles de la personnalité peuvent être évolutifs. Donc, il faut aussi se dire, attention, maintenant qu'on a géré la séquence de Pierre Robin, il faut aussi ne pas oublier la suite. Et donc, j'en arrive à ma... Alors, je ne vous ai pas mis tout le suivi du syndrome de Dijorge, parce que là, il aurait fallu une diapositive entière. Donc, j'en arrive à ma conclusion. La génétique, j'allais dire la place de la génétique, elle doit vraiment s'intégrer dans la prise en charge globale, spécialisée, multidisciplinaire. Elle doit intervenir à des moments clés, mais également doit rester quelque chose d'assez ouvert pour les gens. La poursuite des examens doit se faire en fonction aussi des techniques de biologie moléculaire utilisées à un temps T et en fonction de l'accessibilité des examens en diagnostic. Alors, je vous ai mis juste un bref mot sur le plan France Médecine Génomique 2025, qui est en fait le développement au niveau national d'un accès qui va devenir de plus en plus aisé, non plus au séquençage d'exomes, mais au séquençage de génomes, donc encore avoir un accès non plus à regarder l'ensemble des gènes, hein. On a entre 20 et 30 000 gènes, donc on regarde l'ensemble de ces gènes-là sur un exome. Sur le génome, on va aussi regarder ces gènes, mais aussi d'autres choses, c'est-à-dire plus les éléments de régulation un petit peu à distance de ces gènes. On va avoir accès à des séquences non condantes qui maintenant s'avèrent pouvoir être appliquées, qu'on a décrit comme étant appliquées dans un certain nombre de syndromes, mais et ça s'implémente petit à petit en diagnostic de routine. Postnatal, hein, on n'en est pas encore au prénatal, je tiens à le préciser. Et bien sûr, le conseil génétique et la place du DPN, voire du diagnostic préimplantatoire. Et bien sûr, comme on disait, les progrès technologiques influencent les connaissances et les connaissances influencent les progrès technologiques. Donc, se souvenir qu'on continue à découvrir des gènes de séquences de Pierre Robin isolés, mais également syndromiques, qu'on a de nouvelles pistes d'études, qu'on découvre également de nouveaux mécanismes génétiques, d'où l'intérêt de pouvoir rediscuter à chaque fois quels sont les types d'examens qu'on peut proposer. Et bien sûr, ce qu'on souhaite tous, mais ça reste encore de l'ordre de la recherche, c'est d'essayer de trouver à terme des facteurs qui prédisposeraient aux difficultés respiratoires ou alimentaires. Je pense que dans tous les topos, on pourrait le nommer. On ne connaît pas encore, mais c'est vrai que ça serait un élément supplémentaire qui viendrait conforter la place de la génétique dans la prise en charge de la séquence de Robin. Voilà. J'espère que je vais réussir à formuler ma question. Donc, si j'ai bien compris, pour les séquences isolées, on arrive à identifier un gène responsable que dans moins de 5% des cas, c'est ça? Ouais, une cause clairement établie dans moins de 5%. D'accord. Et pourquoi on n'arrive pas à avoir des meilleurs résultats, si je peux le dire comme ça? Parce que ça reste, l'éthiopathogénie est vraiment complexe, donc on a plus l'impression de ne pas avoir un facteur génétique majeur, en fait, sauf dans quelques formes familiales, puisque c'est 10 à 15% des séquences isolées. Et donc là, il faut aller un petit peu à la pêche à la ligne des petits facteurs prédisposants qui pourraient, mis bout à bout, être en cause dans la genèse de la séquence de Pierre Robin. Donc on est vraiment on n'est pas sur de l'hérédité mendélienne comme on la connaît, autosomique dominant, autosomique récessif, lié à l'X. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'on n'est pas très performant au jour d'aujourd'hui. Et du coup, pour rebondir sur la question de Delphine, je me demandais donc, dans les gènes que vous avez réussi à identifier, les variants, est-ce que ce sont des variants qu'on retrouve de façon monoallélique, biallélique? Est-ce qu'on a des indices sur le mode de transmission, ce genre de choses? Est-ce que vous avez des pistes par rapport à ça? Si la question est dans les séquences de Pierre Robin isolées, on est dans du mendélien, non, c'est ce qu'on vient de dire. Donc le mendélien, ça veut dire un gène égale la séquence, c'est-à-dire que ça soit en mode dominant avec une seule altération, donc monoallélique, ou en autosomique récessif où il y aurait les deux altérations parentales qu'on a reçues de façon simultanée. Dans les séquences de Pierre Robin isolées,
on en est très très loin, vraiment, puisque à part les formes familiales où on a vraiment l'impression que ça se transmet comme ça, donc là on en est loin. Par contre, dans les séquences syndromiques, c'est là où on est quand même beaucoup plus performant, puisque je disais qu'on était à peu près dans 2/3 de formes syndromiques, et on est vraiment plus performant quand on a cette entité. Et là, on a le plus souvent alors, pas dans le Stickler, puisque dans le Stickler, on a une altération sur le gène du collagène et qui se transmet sur un mode autosomique dominant. Dans les anomalies chromosomiques, par exemple la délétion 22q1.2, il y a 20% des cas qui sont des délétions transmises, donc ça, on est vraiment dans du mode dominant. Mais les séquences de Pierre-Robin syndromiques les plus, avec des grands guillemets, sévères, où on a un déficit intellectuel important, le plus souvent sont des nouveaux, c'est-à-dire qu'elles sont arriver chez l'enfant, et c'est là où on peut proposer un diagnostic prénatal de réassurance pour les parents. C'est-à-dire que même si pour eux, le diagnostic prénatal, le risque, il est faible puisque c'est arrivé de façon de novo chez l'enfant, on a toujours un petit risque qu'on lie, nous, à la mosaïque germinale. Donc on ne donne pas un risque égal à 0, de toute façon on ne donne jamais un risque égal à 0 en médecine, mais on donne un risque un petit peu plus élevé que la population générale, donc on a une indication de diagnostic prénatal. Pour d'autres formes qui se transmettraient sur une forme dominante, là, on pourrait aussi évoquer le diagnostic prénatal, voire le diagnostic préimplantatoire, pour ne pas avoir de récurrence de ce syndrome-là. Merci beaucoup, ça clôt très bien, je trouve, l'ensemble, il n'y avait pas de redondance. Donc merci Bénédicte. Une fois que tout le monde aura eu son génome, parce qu'on va y aller, hein, parce qu'il y a peut-être, pour répondre à la question de Delphine, quand même des régions qui ne sont pas encore identifiées, il va falloir qu'on s'intéresse à l'environnement. Et ce serait intéressant, là c'est complètement spéculatif, hein, mais qu'on liste un peu ce qu'on pourrait doser. Je pense aux folates, parce que, bon, quelques petites idées derrière la tête, ou qu'on ait des anamnèses très poussées sur ce que les mères ont dans leur environnement, comme pesticides au sens large, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a probablement la conjonction, en fait, d'un événement environnemental et d'une susceptibilité génétique. Et si on veut avancer, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit 100% génétique. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse, je passe pour les gens qui vont me succéder là, il va falloir réfléchir environnement, parce qu'il y a probablement la conjonction des deux. Exposome et génome. Oui, mais il y a aussi, alors je rebondirais sur le fait qu'il y a aussi comment on lit le génome, puisque si on pense gène qui donne les séquences de Pierre-Robin, c'est une chose, mais quels sont les facteurs qui vont faire qu'on est plus susceptible à l'environnement qu'un autre? Pourquoi un fœtus exposé à l'alcool va faire, lui, une séquence de Pierre-Robin et pas l'autre? Donc il y a une façon un peu différente de lire les génomes. Il y a les GWAS, les grandes études de population où on cherche, oui, au niveau de tel gène, pourquoi on serait plus susceptible, quel est ce petit risque relatif qu'on aurait de plus à développer une séquence de Pierre-Robin ou une fente palatine que la personne lambda. Donc il y a le dosage, bien sûr, pour savoir un peu quel type d'environnement on subit et pourquoi telle personne va être plus prompt à développer telle ou telle chose par rapport à un autre. C'est vrai pour le diabète maternel, c'est vrai pour le syndrome d'alcoolisme fœtal, c'est vrai pour le valproate, enfin, on le voit dans beaucoup de choses. Donc il y a ça aussi. Il y a une vraie complémentarité dans les études, ouais. Que ce soit dosage ou lecture des données de génome.